Bonjour curieux et maître de jeu. Merci de votre patience pour l'arrivée de cette cinquième et dernière vidéo sur la réécriture du module Palace of the Vampire Queen afin de l'adapter au système de jeu Donjons et Dragons 5. J'ai conscience d'avoir donné peu de nouvelles depuis mon apparition à la convention virtuelle de Roll Event en 2021 et ce pour tout un tas de raisons personnelles. Mais ainsi va la vie, alors autant ne pas s'y attarder plus longtemps. Je me doute que vous devez mourir d'envie de découvrir enfin ce qui se cache sur le tout dernier étage de ce donjon, alors allons-y de ce pas. Dans ma vidéo précédente, vous m'avez entendu parler avec grande excitation de la subtile complexité des couloirs du 4e étage comparé aux 3 premières structures avant lui. Je n'irai pas à dire que celle du 5e brille tout autant, puisqu'il s'agit plus ou moins d'un simple mouvement en spirale. Ce qui démarque ce dernier sous-sol, cependant, sont les multiples angles et diagonales de ces couloirs, que je tenais absolument à préserver d'une manière ou d'une autre, en particulier pour briser la monotonie des salles rectangulaires observées depuis le tout début du donjon. Disons que j'ai été beaucoup amusée par la forme finale qui ressemble un peu à une maison, sachant qu'il s'agit après tout du foyer des vampiriens. Tout sous-texte n'a pas besoin d'être incroyablement subtil et raffiné après tout. Le 5e étage d'origine se démarque aussi par son nombre incroyablement réduit de salles vides. Alors qu'auparavant, celles-ci formaient presque le tiers d'un étage, ici on ne peut en compter que 4, soit un peu moins de 15% de toute la composition de la carte, ce qui est clairement une nette amélioration. Certes, on pourrait monter ce chiffre à 5, considérant qu'une pièce secrète n'a pas été numérotée, mais on en revient à un chiffre très bas malgré tout. Cette décision est tout à fait compréhensible alors que le climax du combat final se rapproche de plus en plus, sans compter le nombre impressionnant de trésors et richesses pour récompenser les héros à s'être rendus aussi loin dans le donjon. On note aussi une baisse considérable de pièges sur cet étage, ceci étant surtout révélé dans les descriptions des pièces. Je dois admettre que j'ai été un peu paresseux de ce côté et décidé d'en faire de même, ce qui débalance beaucoup le donjon en général, mais j'espère que vous pourrez me pardonner sur ce point. Concernant les monstres, le clou du spectacle reste bien sûr le repère des vampiriens. Mais il est possible de voir une belle diversité ici et là, afin de représenter presque toutes les factions rencontrées dans le donjon, à l'exception peut-être des bandits du tout premier étage. Bien entendu, certains monstres ont dû être modifiés pour mieux convenir au niveau des joueurs ou aux règles de base de Donjons et Dragons 5. Alors, observons ces changements de plus près. Tout d'abord, le territoire des ogres a été rapproché de l'entrée pour ne pas commencer directement avec des gardes vampiriens de bien trop haut niveau. Plutôt que d'être une cuisine comme dans l'original, cette scène ayant été déplacée au 3e étage du donjon, il s'agit maintenant des quartiers du chef des ogres, avec une salle de guerre, une armurerie remplie d'armes et d'objets magiques volés à la garde naine, et enfin la salle où sont retenus les derniers survivants de l'expédition de secours. À l'origine, ces nains étaient supposés être des enfants, le plat de prédilection des vampires et ogres de ce donjon, mais cela a été modifié pour mieux convenir à la nouvelle version de l'histoire. Si le groupe est rendu de niveau trop élevé pour ressentir un vrai défi à affronter le 5e étage, il peut s'agir d'une bonne occasion roleplay pour expliquer le retrait des PNJ nains, le guerrier du premier étage et le magicien du 2e étage, en les assignant à l'évacuation de leurs compères hors du donjon. N'hésitez pas à décrire les blessures de ces derniers pour un maximum d'ambiance effrayante, montrant à quel point les plus grands combattants du royaume nain ont été sévèrement incapacités jusqu'au démembrement afin de servir d'avertissement quant à la difficulté des combats à venir et justifier leur incapacité à venir en aide aux héros pour l'affrontement final. Leur état peut aussi être un bon contraste entre la brutalité bestiale et cruelle du chef ogre et le fait que celui-ci sera retrouvé en train de tailler un jouet en bois pour son futur enfant dans la salle de guerre. À noter que si les joueurs réussissent à convaincre le chef de quitter le donjon sous peine d'être tué avec sa femme enceinte, l'ogre reviendra en force dans le prochain module, la gloire naine. Sinon, sa mort et la destruction de cette tribu permettra aux orques des environs de prendre en force maintenant qu'ils ne sont plus sous le joug des ogres. Les 2 salles vides aux côtés du repère ogre servaient probablement de quartier pour le lami avant que les tensions montantes entre ce dernier et les cultistes ne poussent les vampiriens à déplacer l'homme-lion au 4e étage,
au grand affront de ce dernier. Les deux salles désertes sont désormais habitées par un feu follet et sa dernière victime, un nain de la garde qui a tenté de fuir la cruauté du chef ogre uniquement pour être abattu dans le dos par le feu follet, voyant ainsi son âme confuse être transformée en poltergeist grâce aux énergies négatives du Shadowfell. Le feu follet en lui-même n'est pas tant un allié des vampiriens, profitant simplement de leur régulière boucherie pour se nourrir du désespoir de leur proie. Ne prenant pas les joueurs au sérieux, il ne tentera pas de les attirer dans un piège particulièrement élaboré, ce qui en fait un affrontement plutôt facile afin de gagner un peu d'expérience avant l'affrontement final. Le repas des cultistes est ici séparé en deux sections différentes. La première, cachée derrière un passage secret, mène à l'un de leurs multiples laboratoires expérimentaux. Bien que cette fois-ci, il semble que leurs recherches sur les objets magiques portent davantage leurs fruits au vu du butin qui peut y être trouvé, laissant deviner que les cultistes de cet étage sont un peu plus compétents que ceux des étages précédents. Les golems de chair ont été ici remplacés par 2 cellules de 4 zombies afin de convenir davantage au niveau des joueurs. Et les portes de ces cellules vont s'ouvrir sitôt que les héros tenteront de s'approprier le butin des lieux, ce qui peut apporter un certain défi à la rencontre grâce au simple nombre d'adversaires à combattre en même temps. La seconde partie des cultistes inclut la chapelle autrefois trouvée en haut à droite de la carte, mais désormais bien au centre pour souligner son importance tout en gardant sa forme triangulaire. Plutôt que d'en faire une simple salle décorative avec les appartements des cultistes de part et d'autre du lieu de culte, j'ai décidé de prendre le bien trop puissant Balrog isolé en bas de la carte pour le transformer en diable barbu avant de le déposer dans ce lieu thématique plus approprié. Cela confirme ainsi la vénération diabolique des cultistes, en plus de donner aux joueurs une sorte de mini-boss avant de passer à la suite du donjon. Si bien sûr vos joueurs prennent le temps d'explorer toutes les portes croisant leur chemin, plutôt que de foncer tout droit au travers des couloirs. Si vos joueurs sont justement le genre à courir tête baissée jusqu'à la fin du donjon, alors ils risquent d'avoir une bien mauvaise surprise, puisque c'est ici, et non pas dans le repas des vampiriens, qu'est retenue prisonnière la princesse Eru, l'objectif premier de leur mission. Afin de ne pas trop être injuste envers les joueurs, je n'ai pas caché la princesse derrière une porte secrète comme dans le module original, mais il y a aussi une raison roleplay à cette décision. En effet, si l'on revient à nouveau au module de base, c'est en affrontant la reine vampire que celle-ci décide de fuir jusque dans la cellule de la princesse, révélant aux joueurs sa position tout en augmentant la tension alors que la reine vampire menace de tuer la princesse si les joueurs ne la laissent pas partir en vie. Seul problème étant, je peux compter d'innombrables fois où mes joueurs, grâce à une bonne stratégie ou un simple coup de dé chanceux, ont tué un adversaire avant même que j'ai pu avoir la chance de débuter l'événement prévu avant la fin du combat. Et je suis sûre que plusieurs autres maîtres de jeu ont dû vivre cette même expérience. Pour mettre toutes les chances de mon bord, et donc aussi du vôtre, j'ai décidé de changer le destin de la princesse Eru pour être encore plus croustillant. En effet, le temps que les joueurs atteignent la princesse, il s'avère que celle-ci a déjà été transformée en vampirien par le Seigneur Vampire, qui est responsable de la transformation de tous les vampiriens du donjon, impératrice incluse. Ainsi, dans le cas où le plan initial de vaincre la garde royale naine par embuscade venait à échouer, la princesse Eru, ainsi ramenée à la capitale, peut servir de pièce maîtresse durant l'assaut qui doit avoir lieu plus tard dans l'année, par exemple en conduisant à l'assassinat de sa mère, en affaiblissant les défenses par sabotage ou en envoyant des informations cruciales à l'ennemi. En effet, tout vampirien se retrouve sous le contrôle direct de son créateur et ne peut en sortir que si celui-ci est détruit. Et comme le seigneur vampire ne se trouve pas dans le donjon, étant une rencontre de bien trop haut niveau, les joueurs n'ont donc pas d'autre choix que de tuer la princesse s'ils découvrent que celle-ci a été transformée. Bien entendu, la survie ou non de la princesse à la fin de ce module ne changera pas le destin de la capitale dans la campagne suivante, la gloire naine. Mais ça, vos joueurs n'ont pas besoin de le savoir. Votre but en tant que maître du jeu, après tout, est de savoir bien gérer jusqu'à quel point les décisions de vos joueurs peuvent avoir un impact sur l'histoire que vous leur avez préparée. Si l'impact est trop faible,
Les joueurs vont vite s'ennuyer puisqu'ils n'auront plus le sentiment d'être les personnages principaux de l'aventure. Si l'impact est trop fort, votre campagne peut totalement dérailler dans toutes les directions et offrir une expérience moins intéressante puisque vous n'avez plus de matériel solide à leur offrir. Un bon conseil que je peux vous offrir est de voir votre campagne comme un réseau de routes reliant deux villes majeures. Ces villes sont les événements marquants qui y arriveront quoi qu'il arrive, bien souvent les éléments déclencheurs d'une quête majeure. Dans notre cas ici, ville A est la capture de la princesse dans Palais de la Reine Vampire et ville B est la chute de la capitale naine dans La Gloire naine. Bien entendu, aller de l'un à l'autre en empruntant l'autoroute est le plus efficace, mais surtout le plus ennuyant, alors autant éviter ce piège autant que vous le pouvez. Au contraire, amusez-vous plutôt à disséminer différents carrefours qui vont les pousser à faire un choix, comme par exemple, que font-ils avec les PNJ et les survivants nains? Laisse-t-il le chef ogre s'enfuir avec sa famille? Réalise-t-il que la princesse Eriu est un piège? Même si ces décisions vont toujours conduire à la ville B, celle-ci leur paraîtra bien différente selon la route qu'ils ont empruntée pour y entrer, et vous pouvez le souligner en mettant l'emphase sur les conséquences, même petites, de leurs décisions. Sauver les survivants nains pourra leur faire retrouver l'un d'eux dans la gloire naine, alors que le garde a survécu à l'assaut de la capitale et tient à aider les joueurs en échange de leur aide passée. La victoire de l'ennemi malgré la mort des rues, avant son retour à la capitale, peut révéler qu'il y avait d'autres traîtres au sein de la ville naine et qu'il faut débusquer ceux-ci, ce qui peut être plus difficile puisqu'ils ne sont pas des figures aussi publiques que l'était la princesse. Bref, même si dans le grand schéma des choses, le résultat est le même, l'expérience sera tout à fait différente car vos joueurs auront le pouvoir de modifier les détails pour raconter leur propre histoire. Et ça, c'est probablement le plus beau cadeau que vous pouvez leur donner. Alors, vos joueurs ont atteint la princesse Eru. Super. Mais alors, qu'est-ce qui les motiverait à continuer? La princesse étant la fin de leur mission, ne devrait-elle pas se trouver après le combat contre le boss final, la terrible impératrice vampirienne qui sert de bras droit au mystérieux seigneur vampire? Si l'on suit la logique des jeux vidéo, en effet, la princesse Eru n'est que le MacGuffin utilisé comme prétexte pour aller botter le cul de l'ennemi. Mais comme vous avez pu le deviner avec mon changement du sort de la princesse, j'aime bien briser les attentes des joueurs pour les laisser alertes et les encourager à réfléchir sur leur prochaine action. Dans ce cas-ci, décider si le risque le tout pour le tout est foncé anéantir la menace vampirique au risque de ne pas en revenir vivant, ou bien retourner dans la sécurité du village pour annoncer ce qui est arrivé à la princesse et dépenser leur butin en meilleur équipement, mais au risque de revenir dans un donjon déserté par les vampiriens alors que ceux-ci ont fui à temps avant leur retour, devenant une menace potentielle pour le futur de la campagne. De ce fait, les joueurs ne sont pas pénalisés par la succession de rencontres de haut niveau dans le repas des vampiriens, car ils peuvent prendre eux-mêmes la décision de l'affronter ou de l'éviter s'ils se sentent prêts ou non au défi, plutôt que de se voir forcer la main et revenir amers d'un possible échec de la mission. Après tout, votre objectif en tant que maître de jeu est que vos joueurs s'amusent. Et le meilleur moyen d'y parvenir est de les stimuler avec un bon défi, mais de toujours leur offrir la chance de ressortir triomphant, même si la victoire n'est pas une réussite totale. Dans ce cas-ci, réussir la mission initiale avec la princesse, mais pas la mission secondaire d'éradiquer la menace de l'impératrice vampirienne. Ou bien peut-être réussiront-ils à réussir ces deux missions avec brio. Qui sait quel événement surprenant peut arriver grâce au hasard et à une belle synergie d'équipe. Néanmoins, je doute que n'importe qui réussirait à affronter 7 vampiriens l'un à la suite de l'autre sans possibilité de repos court ou long, puisque leurs ennemis n'auront de cesse de les traquer s'ils réalisent que les joueurs ont pénétré d'un peu trop près sur leur territoire. Et mieux vaut affronter un vampirien à la suite que plusieurs en même temps. Bref, c'est ce qui termine enfin la transformation moderne de Palace of the Vampire Queen, le tout premier module de l'histoire du jeu de rôle sur table, publié en 1976 par Pete et Judy Kerestan. La logique voudrait que, comme promis, mes prochaines vidéos parlent de la réécriture de la campagne de Dwarven Glory, qui est une continuation directe de Palace of the Vampire Queen. Le problème étant, je ne crois pas être dans la capacité de remplir ces promesses passées. Il s'avère que plus je travaille sur Palais de la Reine Vampire, plus la débalance des règles de Donjons et Dragons 5 me devient évidente.
Ce qui m'a fait tomber, moi et mon conjoint, dans le trou noir de la réécriture de règles pour créer notre propre livre de jeu de rôle. Comme il s'agit d'un projet de taille pour seulement 2 personnes, je vais donc faire une petite pause dans la création de modules et faire des vidéos plus faciles à créer. J'espère que vous continuerez d'être de l'aventure et que la création vous guide. Et vous voyez, j'ai même pensé à un nouveau slogan.